Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Bienvenue dans la deuxième partie de cette édition. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, l'édition des GG de ce jour, nous revenons donc pour vous parler d'autres sujets. Donc, les Guinéens qui se préparent à vivre l'investiture du président Alpha Condé ce 15 décembre. L'Union des forces démocratiques de Guinée, l'ANAD et le FNDC maintiennent leur manifestation. Ils continuent ainsi de dénoncer la présidentielle du 18 octobre dernier. C'est une démarche que ne comprennent pas certains opposants et ils ne sont pas seuls. Un groupe d'intellectuels guinéens vient de lancer une réflexion déjà entendue ici et ailleurs. Au-delà de la contestation, les Guinéens doivent faire émerger une vraie démocratie, suggère ce collectif qui estime que le problème guinéen dépasse la personne d'Alpha Condé. Que propose-t-il concrètement pour sortir de cette crise? Quel mécanisme conseille-t-il pour la refondation du système politique guinéen? Pour l'heure, ancré dans des considérations ethnico-régionales, nous allons appeler Amadou Sadio Bari, professeur de philosophie au Québec, au Canada. Dans un instant, après avoir pris en compte, bien entendu, vos réactions sur nos différentes plateformes. Mamadi Condé, connu sous le pseudonyme de Madik Sans Frontières, est l'un des détenus arrêtés en marge de la crise politique proche de Cellou Dalein Diallo. Il s'est illustré sur les réseaux sociaux au cours des mouvements de contestation contre le changement constitutionnel et la candidature du président Alpha Condé. Ses propos ont été jugés assez déplacés, voire dangereux pour la sécurité nationale. Son père, qui ne partagerait pas son combat, a même été donné pour mort. Ce matin, il brise le silence chez nous et surtout, il dit avoir un message pour le chef de l'État. Nous allons donc essayer d'avoir Mamadou Condé pour partager ce qu'il pense de ce sujet concernant donc son fils. Et cet autre sujet, un huissier de justice violenté par un militaire alors qu'il était venu signifier un acte de justice. Cela s'est passé en début de semaine à Kindia. Maître Thierno Arafou Diallo était venu informer le sous-lieutenant Blaiso en service au camp Samoroya d'une décision de justice qui l'invitait à arrêter les travaux sur un domaine au centre d'un conflit. L'huissier de justice a perdu 3 dents. L'acte qui ne serait le premier indigne la Chambre nationale des huissiers de justice de Guinée qui souhaite interpeller le ministre de la Justice, Maître Sori Daouda Kamara, président de la Chambre nationale des huissiers. Il sera donc avec nous dans cette émission. Mais avant de continuer l'émission, donc on va essayer de prendre en compte vos réactions sur nos différentes plateformes 657 39 13 13, mais aussi sur Twitter au hashtag espace GG. Nous commençons par Diop, le critique qui nous écrit sur Twitter. Bonjour, soyez certains que le niveau de considération entre la Guinée et la Côte d'Ivoire est complètement différent. Ici en Guinée, le secrétaire d'État français est là-bas. Vous verrez une autre grande personnalité plus importante que Jean-Baptiste, hashtag espace GG. Koulibaly, le démocrate. Bonjour les GG. J'invite tous les Guinéens de répondre à la main tendue du président Alpha Condé. La Guinée a besoin de ses citoyens patriotes et intègres pour amorcer son développement. Après une élection, il y a toujours un gagnant dont le perdant doit accepter. Mohamed, le politologue, hashtag espace GG. Bonjour les GG, les manifestations ne sont pas une solution en soi. Le FNDC ressemble à un fantôme aux mains vides qui promet tout et qui n'a rien. Il y a eu des manifestations contre un changement de constitution, mais en vain. Donc le bas peuple est fatigué. Foutaise. Diallo Ali Dalal qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG, dites à l'Union européenne que la Guinée est un État souverain et indépendant et elle n'a aucun ordre à recevoir d'elle. Nous la mettons en garde en cas de défaillance provenant de leur déclaration. Cissé Bakongo qui nous écrit. Bonjour les GG, les morts ni les blessés. Les différentes manifs ont dissuadé le président fondateur de faire une modification constitutionnelle, de se présenter à un 3e mandat. Rien ne l'a arrêté. L'opposition devrait donc épargner la vie des Guinéens en renonçant à cette manifestation. Hashtag espace GG.
Nous partons avec Noumou. Bonjour les GG. La première chose à faire pour cette sortie de crise, il faut commencer par la libération des opposants. Le reste viendra après la solution à nos problèmes internes. Bonne journée. Ousmane Le Noble. Bonjour Dame Hiro. Le problème de l'Afrique s'alourdit juste par la non-valorisation de nos organisations intergouvernementales telles que l'Union africaine, autrement, soi-disant l'Union européenne, ne doit pas avoir d'impact sur nos affaires internes. Il est temps que l'Afrique se libère. Hashtag espace GG. Ablaye Fugumba UDRD nous écrit: Bonjour les GG, la crise guinéenne doit trouver d'autres alternatives que l'affrontement entre les Guinéens, mais la seule personne qui est capable de nous trouver ces alternatives, c'est bien M. Alpha Condé, qui est malheureusement en train de mal gérer cette crise. C'est l'avis donc d'Ablaye Fugumba UDRD. Nous partons avec cet autre, Almami Diop, MPDG. La vérité, tout le monde la connaît. Alpha est légalement assis, bien que souffrant de légitimité. L'opposition est affaiblie. La crise ne peut être solutionnée que si la mouvance et l'opposition se mettent à table et se disent donc les vérités en face, droit dans les yeux. Hashtag espace GG. Baldé Mamadou, bonjour la voix des sans-voix. Je pense qu'une fois de plus, le PRAC a une chance de ramener la paix en appelant les autres autour de la table avec un cœur sincère. Que Dieu bénisse notre pays. Nous partons donc avec Traoré. Je cherche un peu son nom, Ablaye Fugumba. Oui, on a lu ce message. Cet autre... Traoré, donc Malik, qui nous écrivait: Bonjour les GG, vraiment rien n'empêchera à l'opposition de surseoir à leur manifestation et demander aussi un dialogue comme Bédier l'a fait certainement en Côte d'Ivoire. La pagaille est finie dans ce pays. Tu dis que vous êtes devant. Appliquez-vous, sinon c'est un peu compliqué de lire. Nous partons avec ce dernier, Youssef Kaba, sur Twitter. Ce n'est pas une lettre de soutien ou de rappel à l'ordre de l'Union européenne qui changera le destin du peuple de Guinée. Les nations et les institutions n'ont que des intérêts. Elles continueront donc à collaborer avec le pouvoir en place dans le seul but de sauvegarder leur intérêt. Hashtag espace GG. Youssef Kaba qui nous écrit. Nous partons donc sur cette autre plateforme, 657 39 13 13. Nous partons avec qui à présent? Bonjour les GG, ces cas sont devenus très récurrents en République de Guinée. Si on n'a pas d'argent, on risque de mourir avec sa maladie. Le même cas s'est passé au lycée Donka. Au lycée Donka en 2012-2013, les médecins étaient venus réclamer gratuitement du sang dans notre école. Ensuite, l'un de nos amis donc est tombé malade par manque de sang. On lui a dit de payer 1 500 000 et sinon rien. C'est nous les élèves qui avions donc cotisé jusqu'à avoir 1 million. Ils n'ont pas touché le jeune homme à cause de 500 000 restants jusqu'à ce qu'il rende l'âme. C'est vraiment triste et déplorable dans ce pays. Il faut que l'État agisse. Ali Kourouma Koleya Domino donc qui nous fait ce témoignage. Nous partons avec un autre message. Si vous appelez en même temps sur la plateforme, c'est un peu compliqué. Nous aurons du mal à lire les messages. Bonjour Espace. Puis-je avoir un numéro d'appel sur lequel communiquer? 657 39 13 13. Vous pouvez donc appeler sur ce numéro. Nous partons avec cet autre qui nous envoie cet SMS. Bonjour les GG, c'est Intime Diaby de l'UDRG qui nous écrit Madame Hiro Alpha Condé a pris un gros risque pour se lancer dans un tel projet de 3e mandat sans regarder son passé historique et démocrate. Le combat qu'il a donc défendu quand il était opposant sous Lansana Conté, beaucoup de ses amis de la sous-région ne sont pas contents de lui. De passage, prompt rétablissement à Lamine Guirassi. Le message est donc passé. Nous partons avec cet autre. Bonjour la team GG. Le problème guinéen, ce sont nos intellectuels eux-mêmes. Excellence Baldé, le Guinéen, qui nous écrit. Un autre, bonjour les GG. Ici en Guinée, on politise tout, même les malades ne sont pas épargnés. Je pense qu'il faut donner raison à Donald Trump qui dit certains pays africains doivent être colonisés.
recoloniser, peut-être Boubacar Tolo depuis Madina. Nous partons avec quelques derniers. Donc, bonjour les grandes gueules, que Dieu fasse pour tout le monde à ne pas tomber malade quand on est pauvre. Camara Abdoulaye de Boulbiné qui nous écrit donc. Voilà, je pense qu'on a déjà lu ce message. Nous partons avec un dernier. Bonjour les GG. Selou n'a aucune expérience en politique. Il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas gagner, mais il a conduit ses militants dans ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Il n'a pas de stratégie et il n'écoute pas, Monsieur Joachim. Monsieur Joachim, arrêtez votre... Je pense que c'est un ancien message. Il s'adresse à Joachim certainement le jour où nous avons appelé Joachim Baba Milimono dans cette émission. Nous continuons donc. Nous revenons en studio pour clore ce sujet sur l'hôpital Ignace Dine Djiba Milimono. Vous vouliez intervenir justement faire un témoignage par rapport à ce qui se passe dans nos hôpitaux en général. Oui, un témoignage. J'étais dans un CHU il y a juste 3 jours et j'ai assisté quand même à une scène qui m'a quand même touché profondément. Nous parlons aujourd'hui de coronavirus et j'étais dans un bureau où j'ai constaté que pratiquement dans la plupart des bureaux dans ce CHU aujourd'hui, les médecins n'ont pas de solution hydroalcoolique. Et imaginez-vous des médecins qui sont censés protéger des vies sont devenus des vecteurs de transmission de la maladie. Donc, ils n'ont pas de solution hydroalcoolique. Ça, c'est dans un hôpital. Et quand j'ai posé la question, mais vous êtes un hôpital public. Aujourd'hui, vous n'avez pas de solution hydroalcoolique pour vous nettoyer les mains et vous êtes en contact en permanence avec les malades. Il y a un médecin qui a laissé entendre tout de suite, il a dit, mais Milimono, il faut aller à Madina, tu vas retrouver les produits là-bas. Donc, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, les produits qui sont donnés par des bailleurs de fonds, des institutions sanitaires, par l'État lui-même, en complicité avec certaines directions, aujourd'hui, ce sont des produits qui sont en train de se retrouver sur le marché noir. Et il y a des médecins qui prennent l'initiative aujourd'hui sur eux-mêmes pour donner de l'argent aux stagiaires, pour aller chercher des solutions sur le marché noir. Donc, ça veut dire qu'il y a un malaise profond au sein de ces CHU. Ça, c'est un. Deuxième chose, puisqu'on parle ce matin de ce citoyen, nous apprenons qu'il y aura un autre malade qui serait mort parce que tout simplement, la personne, il n'y avait pas de poche de sang. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il y a un malaise profond dans ces CHU et qu'aujourd'hui, c'est bon de jeter l'anathème sur les médecins, mais je pense que c'est la responsabilité surtout des directions qui sont engagées. Parce que, imaginez-vous, vous faites 7 ans d'études. 7 ans d'études. Après 7 ans d'études, vous sortez. Vous retrouvez dans un CHU où les conditions de travail ne sont pas réunies. Vous travaillez dans un contexte difficile. L'atmosphère est plombée par une direction. Ça veut dire que vous mettez les médecins dans une prédisposition. Lorsque le malade est là, il n'est pas bien accueilli. Parce que la maladie, c'est d'abord la psychologie. Lorsque vous n'êtes pas bien accueilli, lorsque là où on vous installe est insalubre, ça risque d'aggraver vos situations. Et ces jeunes médecins, malheureusement, sont tous entassés aujourd'hui dans des petits bureaux. Ils n'ont même pas où se mouvoir. Comment voulez-vous que dans des conditions comme ça, les gens puissent sauver des vies? Il y a aujourd'hui un travail qui est fait. On est en train de les mettre dans des situations compliquées. Allez dans les CHU. Je pense que les médecins, c'est vrai, parfois on dit que c'est devenu des mouroirs. C'est vrai qu'on parle du serment d'Hippocrate. Mais à un moment donné, il faut aussi créer les conditions pour ces médecins. Parce que c'est comme un journaliste. Il y a quand même de grands médecins dans ce pays. Parfois, c'est à se demander ce qui se passe. C'est parce que tout simplement, les moyens ne suivent pas. Les gens ont longtemps étudié cette année. Les moyens suivent, Djiba. Oui, peut-être qu'ils sont mal gérés. C'est mal géré, c'est ce que je vous dis. C'est mal géré. La direction aujourd'hui doit s'expliquer. Les CHU, comment on peut expliquer en 21e siècle qu'une personne décède parce qu'il n'y a pas de poche de sang dans un hôpital? C'est hallucinant. Donc ça veut dire tout simplement, moi ces jeunes stagiaires, je les tire mon chapeau, ils sont là-bas tous les jours, ils se battent au quotidien. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les accompagner? Qu'est-ce qu'on fait pour créer des conditions autour d'eux? C'est vrai qu'il faut dire que ouais, vous êtes un médecin, il y a le serment d'Hippocrate, et c'est une mission sacerdotale, vous devez sauver des vies, vous ne devez pas demander de l'argent. Mais en amont, il faut aussi qu'on crée des conditions autour d'eux. Ils travaillent dans des conditions difficiles. Lorsque vous tombez malade, c'est aux patients, on demande d'acheter des gants pour un médecin. Dans un pays où quand même, après 60 ans, je pense que c'est révoltant. Il faut que les directions s'expliquent. Aujourd'hui, c'est bon de situer des responsabilités, mais je pense que ce sont des médecins qui se battent comme de beaux diables parce que tout simplement, des vies n'ont pas été sauvées, on sanctionne. Mais au-delà, c'est la direction, je pense, dont la responsabilité aujourd'hui est engagée dans cette situation. Allez-y, Antoine. Permettez tout de même, Madame Hierro, que je dise toute ma déception ce matin du comportement de Awada, qui tout de même nous a rassuré avant l'émission et qu'il interviendrait. Et à la dernière minute, on constate qu'il a fermé ses téléphones. Ce qui me surprend. Et je ne sais pas pourquoi il se comporte de la sorte. Et j'ai l'impression que dans les jours à venir, il va se mettre sur le dos
des médecins. Ah, mais quel jour Il a suspendu 4... Non, pas ceux qui sont partis, mais ceux-là qui sont restés. Ah, ok. Parce qu'il y a une union sacrée entre les médecins. Il les a sacrifiés. Apparemment, ils ont été sacrifiés, ils ont été suspendus à tort. Selon ce que j'apprends, les médecins pourraient faire des actions dans les jours à venir. Parce que là, le directeur de l'hôpital, Ignace Dean, a peut-être agi en pensant qu'il ne serait pas découvert. Et ce qui se passe là, j'espère qu'il n'a pas sanctionné à tort des médecins qui auraient bien voulu faire le travail. Et aujourd'hui, ce n'est pas une première qu'on fasse des reproches à Awada. Dans beaucoup d'autres situations, on lui reproche bien des choses plus graves encore. Si aujourd'hui, pour ce 4 mois, ou ces 4 mois, parce qu'on apprend qu'il y a eu 2 morts à l'hôpital Niazine, et il impute la responsabilité au médecin qu'il a suspendu. On a bien voulu l'entendre pour comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, cela aurait permis quand même de lever tout l'équivoque qu'il y a autour du dossier. Ça me surprend qu'est-ce qui s'est réellement passé, pourquoi les médecins ont été suspendus. Le silence n'est pas une solution. Ce qu'il faut dire pour clore, la Guinée a les meilleurs médecins de la sous-région, sauf qu'ils sont mal encadrés. Ça, je le dis. On a de bons médecins. Allez-y, Daouda. Oui, moi j'ai voulu juste réagir à l'intervention de Djiba. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on lève le chapeau pour ces médecins lorsqu'ils sont en faute. Il parle des jeunes stagiaires. Oui, effectivement. Qui travaillent dans des conditions difficiles. Qui travaillent dans des conditions... Qui apprennent d'ailleurs dans des conditions difficiles. Quelle corporation, vous voyez ici, même les titulaires travaillent dans les conditions requises. Il n'y en a pas. Donc ce n'est pas parce que les stagiaires travaillent dans des conditions difficiles qu'on va dire que les autres médecins travaillent dans de bonnes conditions. Tous doivent aujourd'hui savoir qu'ils ont une mission. Ils ont un serment qu'ils doivent respecter. Qu'on soit stagiaire ou qu'on soit titulaire, on a une tâche à accomplir et on doit bien l'accomplir. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est cette mission-là, ça part aussi avec des moyens. Oui, c'est bon de dire à un journaliste. Aux journalistes, ne touchez pas l'argent. Mais souvent, on dit dans les écoles que la condition de vie du journaliste explique que le journaliste devient un journaliste alimentaire. Je vais vous dire une chose. Si on ne prend pas garde, si ces gens qui sortent de ces universités ne travaillent pas dans des conditions sine qua non, on ne peut pas trouver la solution. Je suis d'accord qu'il faut sauver des vies. Je suis d'accord que vous avez le serment d'Hippocrate. C'est une mission sacerdotale au même titre qu'un policier. Mais ce sont des gens, les journalistes, les médecins, les policiers, ils travaillent dans des conditions difficiles. C'est des conditions précaires. Comment voulez-vous que dans une telle atmosphère, les gens se développent? C'est impossible. Moi, ce que je veux dire, c'est la direction aujourd'hui. Il faut situer la responsabilité. Lorsque elle est là, je pense que cette conscience, on l'encourage tous. Mais il faudrait que la direction, lorsque les moyens sont donnés, il faut que ces moyens-là arrivent aux médecins. Si ça n'arrive pas, ça crée des problèmes. Il faut que ça arrive au bon port. Allez-y, Moussa Moïse. Ce que je veux dire, Mohamed Daouda, vous êtes un journaliste professionnel reconnu. On vous met entre 4 murs et on vous dit, sans aucun moyen technique, d'informer Conakry sur l'actualité. Vous allez le faire comment? Vous allez le faire comment? Moi, je trouve, on n'est pas en train de dire que tous les médecins sont sains, qu'ils sont irréprochables. Voilà. Nous sommes en train de dire, pour ce cas précis, que quelqu'un a fui ses responsabilités et il a chargé des médecins. Il a chargé des médecins. Une enquête est en cours, j'espère, qui va déterminer si ce jour-là, le jour où le malade, le blessé, a été admis en état de choc à Ignace Dean, s'il y avait à disposition des médecins qui étaient là ce jour un kit d'urgence. L'enquête va le prouver. S'il y avait à leur disposition des poches de sang pour prendre en charge le malade, s'il y avait gratuitement à leur disposition la pharmacie de garde pour qu'ils puissent avoir accès aux produits qu'il fallait pour soigner le blessé, vous allez vous trouver qu'il n'y avait pas tout cela, alors que de l'argent est payé par l'État justement pour prendre en charge ces cas d'urgence. Voilà où se situe mon problème. Et j'aimerais vraiment que Awada aussi soit entendu, qu'il puisse expliquer. Il ne peut pas quand même tout de même rejeter toute la responsabilité sur ces médecins. Voilà. Bien, voilà ce qu'on pouvait dire essentiellement sur ce sujet. Nous partons avec cette autre actualité. Ces Guinéens quand même, les Guinéens se préparent à l'investiture, mais il y a ces intellectuels, Jacques Léwa Leno, qui ont fait cette sortie, je pense, sur Jeune Afrique notamment. Sur Jeune Afrique, sur Le Monde, ce sont des interventions, une réflexion assez large qui va au-delà de ce qui nous est servi depuis un bon moment par le FNDC et puis la classe politique dans son ensemble. Ils sont nombreux quand même, il y a des avocats, des écrivains, notamment Thierno Monenembo, Maître Alimatou Camara. Maintenant, c'est à voir comment la réflexion elle-même peut être partagée parce qu'il y a déjà un tel discours que nous avons entendu au plan national
quelqu'un comme Baouri a développé cet argument plusieurs fois ici, même s'il a choisi d'appartenir au FNDC, mais il a plusieurs fois insisté que le combat ne doit pas se focaliser sur la personne d'Alpha Condé. Il y a un système politique qu'il faut redéfinir, il y a un système politique qu'il faut peut-être recomposer de manière à ce qu'on sorte de ces formations politiques qui sont ancrées dans des considérations ethnico-régionalistes, d'un système politique qui ne permet pas, même avec l'alternance pour laquelle on se bat, de changer les conditions de vie des Guinéens. Parce que c'était l'espoir. Pendant la Deuxième République, avec Lansana Conté, on avait dit, bon, il y a une déception générale, il faut faire en sorte que le vieux puisse partir se reposer. Dieu l'a pris, mais on est encore face aux mêmes réalités, comme si le combat qu'on a mené n'a rien produit pratiquement. On risque de revenir à la case départ. Daouda, vous avez certainement lu cette déclaration commune, conjointe faite par ces intellectuels qui l'ont publié, comme Jacques Léoal nous le disait. Qu'est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller vers un tel élan? Oui, moi je crois qu'on n'est pas loin de cela et on n'est pas épargné parce que vu tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qu'on voit un président Alpha Condé par exemple, un opposant historique, qu'on voit un Cellou Dalein Diallo qui a servi dans l'administration, qu'on voit un Sidia Touré, ils sont nombreux quand même qui, par moment on a pensé qu'ils pouvaient être l'alternative, mais après quand on regarde de très près, derrière il y a d'autres intellectuels. On se pose bien la question, est-ce qu'ils le sont de nom ou ils le sont vraiment dans le comportement? La jeune génération se pose la question de savoir qu'est-ce qu'on peut tirer de meilleur pour notre futur. Ces questions se posent au niveau des intellectuels. Parce que tout ce qu'on dit, tout ce dont on parle aujourd'hui, politique, ce sont les intellectuels qui mènent la politique et qui disent que par moment, comme j'ai entendu le grand frère Ahmed dire la dernière fois que les politiciens sortent des écoles de mensonges ou sont diplômés en mensonges, est-ce que ces termes, tous ces termes-là peuvent aujourd'hui permettre aux citoyens lambda qui n'a pas été à l'école de comprendre c'est quoi la politique dans son sens réel? Daouda Mohamed Kamara, nous avons Amadou Sadio Bari, professeur de philosophie au Québec. Il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Bari. Oui, bonjour madame, merci pour l'invitation. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y, Antoine. Oui. On a vu cette tribune qui a été publiée dans des médias internationaux où vous faites des propositions par rapport à l'ouverture d'un dialogue pour une nation démocratique. Dites-nous d'où est partie l'idée et on retrouve une brochette quand même d'intellectuels qui a travaillé sur ce document. Dites-nous comment se sont fait les retrouvailles et pourquoi mettre en place une nation démocratique. Écoutez, alors encore merci pour l'invitation et surtout merci à mes amis qui sont en Conakry et qui mobilisent beaucoup d'énergie pour rendre possible ce projet. Alors ce texte est parti d'un constat qui est le suivant, à savoir que les conflictualités liées aux élections et qui entraînent des violences et des morts traduisent une incapacité des institutions politiques à organiser la lutte pour le pouvoir et ses modalités d'exercice. Et que donc, depuis 1960, la Guinée est confrontée à une culture politique qui entraîne un cercle infernal de violence et qui ne permet pas du tout à pacifier ou à favoriser une alternance pacifique et raisonnable du pouvoir. Donc le problème politique dépasse donc largement la personne du président Alpha Condé et qu'il implique l'ensemble des structures politiques institutionnelles qu'il va falloir revoir si on veut avoir un système politique incarné dans des valeurs démocratiques effectives. Donc c'est d'abord ce constat sur une analyse du politique à long terme et aussi une analyse du politique qui porte un regard sur la manière dont les pratiques politiques et les représentations du pouvoir se transmettent ou se sont transmises depuis, si vous voulez, la loi fondamentale des années 90. Donc c'est le constat d'un échec moral et politique dans l'histoire politique de la Guinée qui nous a conduit, bien sûr, à rédiger une telle tribune. Alors, nous avons essayé de mobiliser autour de cette tribune, de ce constat, qui se veut aussi, à partir de là, proposer des solutions, des jeunes intellectuels, des politologues, des médecins, des activistes des droits de l'homme, des journalistes, pour essayer ensemble aussi, en tant que jeunes, cette fois-ci, d'avoir une conscience collective de nos mots
et que de cette conscience collective, nous puissions proposer à la classe politique guinéenne un ensemble de solutions qui iraient dans le sens d'un rétablissement du raisonnable en Guinée et surtout qui favoriserait l'épanouissement d'institutions politiques effectives et représentatives, c'est-à-dire qui prend en considération le bien public, une culture du bien public qui, à notre sens, n'existe pas encore ou qui a du mal à prendre corps, et surtout créer les conditions de l'émergence d'institutions politiques qui peuvent répondre aux besoins des Guinéens et aussi qui peut inclure un exercice du pouvoir qui associe la charge publique à la responsabilité politique. Allez-y, Jacques. Alors, Monsieur Barry, on a entendu des propos qui peut-être ont déjà été tenus par d'autres avant vous. Vous avez dit que le combat actuel doit aller au-delà de la personne d'Alpha Condé. D'abord, concrètement, comment voulez-vous, au lendemain de cette présidentielle et l'investiture qui va avoir lieu la semaine prochaine, que l'opposition se comporte? Est-ce qu'elle doit arrêter de dire non à une présidence d'Alpha Condé et réfléchir sur de nouvelles stratégies, ou alors ce sont des combats qui doivent se mener de pair? Écoutez, l'objectif ici pour nous, jeunes, ce n'est pas de donner des leçons à l'opposition, moins encore de jouer un peu le moraliste à l'endroit du président. Ce n'est pas du tout ce qui nous intéresse ici. Alors le discours qui nous intéresse ici d'abord, c'est ensemble, collectivement, c'est d'avoir une conscience de ce qui se passe depuis les années 60. Comment expliquer, par exemple, une défaillance chronique du système de santé, du système d'éducation? Comment expliquer le chômage endémique? Comment expliquer qu'en Guinée, par exemple, l'humain ne fasse pas sens? De quelle manière les Guinéens entre eux se regardent? Comment penser l'altérité, le rapport à autrui en Guinée? De quelle manière les Guinéens, depuis 1960, ont pensé leur vie commune? Quelles sont les réponses sur le plan éthique et politique que nous avons données à notre vivre ensemble? Qu'est-ce qu'est l'espace public en Guinée? De quelle manière on le constitue? Alors ce sont ces questions de fond qui sont nécessaires à l'émancipation de l'humanité dans une société qui nous intéresse. Aujourd'hui même, le président de la République, ou le président Alpha Condé, lui-même fait le constat d'un échec lorsqu'il nous parle de conversion mentale, lorsqu'il nous parle de changer les mentalités, lorsqu'en 2014, il met en cause l'inexistence du monde droit, lorsqu'il traite lui-même des Guinéens, si vous voulez, de violents dans un discours de 2014, et l'on se rappelle encore le premier discours de Khalifa Gassama Diaby à l'Assemblée nationale, lui-même qui mettait en cause l'organisation sociopolitique de la société guinéenne. D'abord, nous, si vous voulez, oui, on part bien sûr de ce constat du fait qu'on a échoué, du fait que depuis 1993, aucune élection n'a eu lieu sans qu'il y ait violence, que les institutions politiques n'arrivent pas à favoriser une alternance pacifique du pouvoir, que les Guinéens, après un baccalauréat, s'exilent. Donc vous voyez, c'est toutes ces considérations humaines, politiques et sociales que nous voulons adresser aujourd'hui. D'accord. Parlons de la construction d'une société politique démocratique. Je suis dans le texte rédigé par vous et vos pairs. Vous dites, fort de ce constat, nous pensons qu'il faut aller au-delà de la contestation des élections du 18 octobre et s'engager collectivement dans une démarche citoyenne visant à créer des conditions éthiques et politiques qui permettront aux individus et groupes qui composent la Guinée de coexister de la meilleure façon possible. Aidez-nous à comprendre. Écoutez, c'est quoi les conditions éthiques? Lorsque, au sein d'une société, vous avez des différences culturelles aussi marquées que la Guinée, lorsque donc vous êtes dans un pays caractérisé par un multiculturalisme fort, où les sentiments d'appartenance sont réels, il se dégage de ce constat que nous devons absolument penser les conditions des interactions sous les rapports de la liberté, de l'égalité, en fait qu'il y ait des valeurs minimales communes qui ont un pouvoir de contrainte sur le rapport entre les individus. C'est d'abord la dimension éthique, c'est-à-dire de quelle manière des individus peuvent vivre ensemble sous des contraintes d'une morale commune. Or, en Guinée, on observe dans des interactions humaines d'abord, le président lui-même l'a dit en 2014, une anarchie, c'est-à-dire que le droit ne se dit pas, les lois ne régissent pas les comportements humains, ou en tout cas, elles n'ont pas un caractère contraignant. La contrainte des lois étant absente, l'anarchie triomphe. Donc c'est cet esprit anarchique, si vous voulez, c'est cette organisation informelle, ou en tout cas la structuration allez-y, Antoine. Sociale. Monsieur Barry, Jacques Léoy l'a dit tantôt, il y a eu des propositions de stratégie ou des propositions identiques à celles que vous nous donnez là, mais sauf qu'il n'y a pas eu de changement véritable sur le terrain. Béa Diallo a tenté l'expérience. Dites-nous par exemple
concrètement, comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour emmener la classe politique guinéenne à vous écouter? Parce que c'est une tribune qui a été publiée sur des médias internationaux. Est-ce que vous avez saisi, par exemple, ces acteurs politiques concernés, ou est-ce que vous comptez aller sur le terrain pour des actions concrètes? On parle de la Guinée. Nous sommes déjà sur le terrain, et là, je vous informe, nous avons déjà mené des discussions avec toute l'opposition, principalement l'UFDG. Les rencontres ont été sérieuses, ont été cordiales. Nous avons eu le privilège de parler à M. Seydou Dalein Diallo pendant 1h40, une générosité du temps incroyable, alors qu'on disait le contraire. Nous avons parlé aux responsables de l'UFR, nous avons parlé à Abdourahmane Fano du FNDC. Donc, les jeunes que nous sommes aujourd'hui, nous ne sommes pas dans une logique simplement de nous enfermer dans des bouquins, dans une littérature philosophique, sociologique. Non, nous avons conscience que nous sommes des Guinéens, bien que certains sont à l'étranger, et que de cette conscience, il va falloir faire quelque chose. Avez-vous rencontré également des responsables de la mouvance? Oui, j'arrive. À la mouvance aussi, nous avons rencontré des ministres importants. Et entre autres, Albert Damantin Camara, qui nous a accueillis de façon cordiale, franche et juste. Nous avons aussi, au téléphone, eu une conversation avec Mamadi Touré d'Affaires étrangères, une rencontre aussi, une conversation qui a été cordiale, juste. En tout cas, des contraintes ont été posées, des difficultés. Nous avons aussi eu des échanges par texto, comme on dit, avec Tamaro. Il y a quelques mois, déjà personnellement, j'avais échangé avec Bourema Condé. Donc, malgré la difficulté à avoir des relations avec certains responsables politiques guinéens, nous sommes en train d'essayer de voir comment parler à tout le monde, comment réunir autour d'un idéal commun, d'un éveil national, d'un sentiment d'appartenance commune à notre humanité, la mouvance et l'opposition. L'objectif, ce n'est pas une fois encore de changer l'agenda du président ou de l'opposition. Nous partons de la question suivante. Est-ce que la condition des Guinéens actuellement est une condition juste? Est-ce une condition normale? Cette question, nous allons pouvoir peut-être avoir des états généraux sur la gouvernance politique en Guinée, sur la question surtout essentielle de la légitimité du pouvoir politique, parce que toute la question de la confiscation du pouvoir n'est pas une question récente, elle date même de Sékou Touré. Nous sommes encore dans l'héritage d'un système postcolonial que nous n'arrivons pas à s'en départir. C'est tout le processus même de la socialisation politique qu'il faut remettre en cause. Les agents qui socialisent, les partis politiques, les familles, l'arbitraire aujourd'hui en Guinée. Mamadou Sadio Bari, professeur de philosophie au Québec. Nous sommes donc au Canada. Dernière question, Djiba. Oui, alors, M. Bari, ce que vous dites, tout cela, c'est une approche structurelle, elle n'est pas conjoncturelle. Comment, alors, ça va se mettre en place? Comment tout cela, à votre avis, va s'opérer sur le terrain pour aller vers ce changement profond? Non, elle est conjoncturelle dans le sens où elle tient en considération les éléments contemporains de la société, c'est-à-dire les facteurs qui génèrent les conflits. Il est clair que le troisième mandat divise et il faut l'adresser comme tel. Sur le plan concret, les discussions sont déjà entamées. Une fois encore, il y a des contraintes qui sont là, des agendas qu'on ne maîtrise pas, nous les jeunes. Nous avons mobilisé aussi les intellectuels guinéens à travers le monde et aussi à l'intérieur de la Guinée. Je pense à M. Kémoko Touré, avec qui on a parlé, à Cheikh Bangoura, grand spécialiste du droit international, à d'autres qu'on a consultés comme Mohamed Béavougui, Isiaka Soiré et bien d'autres. Donc l'idée ici, c'est que la jeunesse guinéenne puisse mobiliser les intellectuels à l'international et au niveau national pour qu'ensemble, nous puissions parler d'abord au président de la République, d'abord comme ses fils qui veulent lui adresser une parole de solidarité, mais aussi comme des intellectuels qui veulent proposer une réflexion sur les conditions de décrispation politique. D'abord, il faut sortir de cette situation d'immunité généralisée, et ensuite essayer de proposer au président d'aller dans son sens même aujourd'hui d'incarner ce qu'il appelle une nouvelle manière de gouverner. Mais ça prend, si vous voulez, des conditions d'effectivité politique et de représentativité politique. Donc nous, aujourd'hui même, on tend la main au président, puisqu'il parle de gouverner autrement. Nous disons qu'il y a des jeunes qui sont là, qui ont une réflexion à lui proposer, et nous non seulement de lui parler. Donc sa main tendue, on veut l'exploiter. Sa main tendue, on la comprend, et nous sommes des jeunes Guinéens de l'étranger et de l'intérieur qui avons ce besoin de lui parler et de l'adresser une parole de solidarité. Amadou Sadio Bari, professeur de philosophie au Canada, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin.
Nous continuons. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Nous continuons donc. Nous avons notre invité dans ce studio. Nous continuons avec cet autre sujet. Nous parlons donc du père de Mamadi Condé, Madik Sans Frontières, qui est connu sous le nom donc du pseudonyme Madik Sans Frontières, qui est l'un des détenus arrêtés à marge de la crise politique proche de Cellou Dalein Diallo. Il s'est illustré sur les réseaux sociaux au cours des mouvements de contestation contre le changement constitutionnel et la candidature du président Alpha Condé. Ses propos ont été d'ailleurs jugés déplacés, voire dangereux pour la sécurité nationale. Son père qui est donc avec nous ici dans ce studio, il s'agit de Mamadou Condé. Bonjour doyen, bienvenue. Et comment est-ce que vous appréciez la façon de faire le combat? Parce que tout de même, c'est une conviction. Il a choisi l'UFDG, il entend lutter pour que ce parti soit au pouvoir, ce qui pour moi devait vous ravir. Parce que votre fils au moins, il mène un combat... Non, il y a des excès quand même que je ne partage pas. Ok, comme quoi par exemple? Des propos. Des propos que les gens me donnent. Certains ont pleuré, beaucoup ont pleuré sur les propos. C'est des gens qui vous ont donné ou bien vous avez écouté votre fils? Je n'ai jamais écouté. Parce on que vous a rapporté des en propos. 2018, quand j'ai compris qu'il est en train de faire de la politique, parce qu'il se promenait trop en Europe et autres là, j'ai dit, moi je l'appelle vieux. C'est ce moment-là qu'il a changé son nom. Sinon, son nom qui était plus populaire, il était gardien de but. On l'appelait Campos. Le gardien du Mexique là, qui a fait le truc là. Bon, maintenant, il a changé ce nom-là pour que moi je ne sache pas. Et moi, je n'avais pas d'infos, je n'ai rien. Mais quand il parle, les gens m'appellent pour dire, ah mais regarde ce que ton fils est en train d'organiser. Je dis, mais quoi? En réalité, au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas suivi mon fils sur les réseaux sociaux. Les grandes gueules. Alors aujourd'hui, il est dans ce pétrin. Vous dites avoir un message au président de la République, mais vous avez d'abord appartenu au RPG Arc-en-Ciel. Comment aujourd'hui, vous pouvez être distant autant de votre fils? Vous avez ou bien il est toujours membre du RPG? Vous êtes membre du RPG? Je suis RPGiste. Je suis fondateur. Membre fondateur. Et même les raisons qu'évoque mon fils, c'est une vérité. Moi, je n'ai rien gagné. Mais moi, j'ai déjà un précédent dans ma famille. Vous allez à Dinguiraye demander à tout le monde, si ce n'était pas mon père, c'est que tu ne rentrais pas à Dinguiraye. Et là, je marque Condé. Comprenez? Mais quand tu luttes pour des choses nobles et justes, tu n'as pas à chercher de redevance. Voilà la grande différence entre sa réaction et ce que je veux. Maintenant, votre fils a été arrêté, je crois que c'était à la frontière. Oui. À Pamala. Il a été arrêté, menotté et conduit comme un bandit du côté de la DPJ où il y a passé des jours. Oui, il est Comment est-ce que vous avez apprécié d'abord son arrestation? Quelle appréciation faites-vous de son arrestation, de ses conditions de détention et quel message à l'endroit du président de la République? Voilà, moi mon message auprès du président. D'abord votre appréciation de son arrestation. Non, moi je n'étais pas près de son arrestation. Je vous dis que même les vidéos qui courent autour de son arrestation, les gens disent que ça y est, mais je n'ai pas regardé. Qu'est-ce que vous en dites? Mais il est guinéen. Est-ce normal ou pas qu'il soit arrêté? Il est normal qu'il soit arrêté quand il est en faute. Quand il est en faute. Dans ce cas de figure, est-il en faute ou pas? Et pour moi, il est en faute. Parce que les excès... Moi, j'ai fait la prison pour Alpha. Trois fois, je suis emprisonné pour Alpha. Donc, vous trouvez normal que votre fils aussi fasse de la prison? Vous allez demander les gens du pays. Moi, je n'ai jamais insulté le chef. Je ne l'insulte pas. J'ai des idées à revendre et sur le bon comportement. Mais ceux qui m'ont arrêté ont gouverné ici. Ils sont en train de gouverner maintenant. Donc, vous désapprouvez le fait que votre fils insulte le chef de l'État? Voilà, il n'a pas insulté quelqu'un. C'est ça le Aujourd'hui, quel message à l'endroit d'Alpha Condé? Voilà. Est-ce que vous plaidez pour que votre fils soit libéré? Voilà. Qu'est-ce que vous avez dit? Moi, je viens plaider auprès du professeur. Il m'a connu, s'il ne m'a pas oublié. Il n'a qu'à se remémorer de tout ce que nous avons vécu à Dabola, chez Adiatako, chez le commandant Sidik, et même dans mon café, où il a envoyé ce même Madik en commission avec le ministre, l'ancien ministre de la coopération du Sékou, Marcel Cross. Il a demandé ce jour-là d'aller lui chercher du Marlboro blanc. C'est mon fils là qui est allé chercher. Il n'a pas eu le Marlboro blanc. Marcel Cross a commencé à critiquer à Dinguiraye et à Daboula. Alva dit non, on ne peut pas être sur la termitaire et critiquer les termites. Donc voilà, en passant, moi je viens lui demander pardon de ses engagements. Mais mon premier message d'abord, même c'est Ludalé. C'est un promotionnaire presque à moi parce que moi je suis de la 9e promotion. C'est Ludalin
J'ai été muté en même temps que celui-là en 78 dans le, comme on disait à l'époque, à Farana, mais c'était le CRM, comment on appelle? Non. Bon, tout compte fait, on est venu sur le même listing là-bas. Moi, les gens de Kizulu sont venus parce que moi, je viens au ballon, ils m'ont pris, je suis allé. Revenons sur le message adressé au président. Moi, vous demandez pardon pour votre fils, c'est ça? Je demande pardon parce que mon fils a voulu tout simplement jurer d'un arbre que j'ai planté sans m'informer. Mais vous reconnaissez qu'il est en faute? N'est-ce pas normal qu'il soit jugé et en fonction de cela, voir ce que le verdict va dire? Non, je suis d'accord qu'il soit jugé. Tout Guinéen qui faute doit être jugé. Mais quand vous prenez le contexte politique, moi je suis RPGiste. Comment je peux tenir mon fils responsable d'un problème alors que je pouvais le corriger? Mais la distance, le Canada, depuis 2008, il nous a quittés. Quels sont vos rapports? Mais vous trouvez, est-ce que vous pensez que c'est pas normal qu'il milite dans une autre formation politique? Non, c'est pas le fait de militer dans une autre formation. C'est l'excès, en fait. L'excès. Sinon, c'est son excès. Oui. Nous, on était là, tous du PDG RIA. Quand le multipartisme est créé, du MMP, on est venu au RPG. C'est ça. Donc vous pensez aujourd'hui ce n'est pas le choix politique de vos fils, mais c'est l'excès dans ses sorties. L'excès dans ses sorties. Ça, c'est pas humain. C'est pas humain. Alors, au président de la République, qu'est-ce que vous dites? Je dis au président de la République de considérer tout notre passé. J'ai lutté. Et à cause de ça, mon fils dit que je n'ai rien eu, qu'il s'injure comme ça. Même ça, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Vous pensez qu'il est frustré, c'est pour cela qu'il est, il est parti dans un autre camp politique? Tout à fait. Il était très frustré, c'est ce qu'il a dit. Et ces frustrations-là, il a raison parce que, regardez, j'ai les photos ici, où là, Alpha est là, je suis là, et tout. Bon, sa petite sœur là est tombée dans le puits le jour qu'on a fait une embuscade contre Alpha à Farana. Sa petite sœur là est tombée dans le puits, elle est morte. Donc c'est par frustration que Malick Sans Frontières mène tout ce combat. Voilà. Pour vous. Bon, il a autre raison. Et quels sont vos rapports aujourd'hui à votre Est-ce que vous vous appelez? Est-ce que vous vous appelez? Est-ce qu'il y a le moi, même tout de suite de ce pas, je vais le rendre visite à la maison centrale. Avant qu'il ne soit arrêté, quels étaient vos rapports? Est-ce que vous vous appeliez? Avant qu'il ne soit arrêté, en âme et conscience, il m'a envoyé 2 voitures. Le bâtiment que j'habite, c'est lui qui m'a construit. Qu'est-ce que je peux dire? Mais quelles sont vos relations aujourd'hui avec le chef de l'État? Bon, non, je vous dis, avec le chef de l'État, depuis son premier gouvernement, quand ma femme a vu le gouvernement, elle a pleuré. J'ai dit non, ça c'est une technique. Normalement, après ce tumulte, il faut un gouvernement d'union nationale. Je dis reste tranquille. Parce que vous pensez que le dernier préfet qui m'a arrêté, on l'a nommé préfet à Forcaria. C'est ce qui a fait pleurer ma femme. Et ensuite, le préfet qui vous a arrêté pendant que vous étiez militant du RPG. Il n'était pas RPGiste. Parce qu'on vous a arrêté parce que vous étiez militant du RPG. Effectivement. Toutes les arrestations à Daboula, demandez si des gens de Daboula m'écoutent, ils vont vous dire la vérité. On m'a arrêté. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez? Est-ce que vous réclamez toujours d'être récompensé par Alpha Condé? Vraiment, la seule récompense que je mérite aujourd'hui, c'est la libération de mon enfant. J'ai pris de l'âge, comme vous le remarquez, et laissons la voix aux jeunes. Et sur ce siège-là, moi j'ai 2 messages à passer. Le premier message d'abord, c'est pour M. Séguda Diallo, qui est l'ami de mon enfant. L'amitié, c'est Dieu qui fait les amis. Et quand M. Séguda sait que mon enfant est son ami, dans de pareilles circonstances, il accepte de voir demain, de prendre ce pays-là, de ne pas voir dans la vie d'un seul humain. Il n'a qu'à accepter, aller vers le chef de l'État. Le chef de l'État a lutté combien d'années? Plus de 40 ans pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et Dieu est aidant s'il accepte. Mais pauvre conseil, en tant que père à Mali, il n'a qu'à le faire, libérer le pays. C'est-à-dire le pays n'est pas dans les mains du président. Le pays est dans les mains de Sello. Il faut dire la vérité. Il n'a qu'à accepter mon cri de cœur
à cause de Madik, pour que les Madik et les autres soient libérés. C'est ce que je voudrais dire aussi à Célou. Bien. Quant à Alpha, il n'a qu'à accepter. Alpha, il est né guinéen, mais lui-même il sait qu'il n'est pas fait pour la Guinée seule. Il sait. Il n'a qu'à accepter, pardonner. Tout ce que j'ai fait pour le RPG, c'est les sacrifices là qu'il doit considérer et libérer mon enfant. Je vous dis, j'étais le dernier prisonnier politique du RPG à Dabola ici. J'ai été arrêté avec Massiri Keita, qui était la présidente des femmes du RPG, un vendredi. Et on m'a jeté dans une jeep. Destination. Alpha est témoin de tout ça. J'avais mon café où ils venaient tous. Bien. Entre ce Diabiké et chose. Donc c'est ce que je voulais lancer comme message. Il n'a qu'à tolérer pardon. Bien. Doyen Mamadou Kondé, père donc de Madik Sans Frontières, qui venait livrer ce message aux deux grands leaders politiques de notre Guinée, le président Alpha Condé, mais aussi Cellou Dalein Diallo. C'est comme cela qu'on clôt aujourd'hui ce numéro des Grandes Gueules. Merci à tous les 5. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à Ibrahim Prince Diallo qui a dirigé comme donc l'émission du côté de la radio, qui a géré les sons. Merci à toute l'équipe de la régie Cabinet Condé, à qui nous souhaitons prompt rétablissement. Vladimir Poutine, mais aussi Nalaï Sidibé, Mafata Sano, la joviale Alassane Diallo, l'homme de nuit, Mamoudou Kondé. Ils sont tous du côté de la régie. Merci à vous tous qui nous avez regardés à la télévision. Merci à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs d'Espace TV. À demain pour un autre numéro des Grandes Gueules.